Alors, les grands débats tactiques, c'est fini. On peut oublier l'éternelle opposition entre la possession et le contre, entre la structure et la liberté. Aujourd'hui, une nouvelle approche est en train de redéfinir le football moderne. Une approche bien plus intelligente, bien plus fluide. Allez, on plonge dans ce qui est en train de tout changer, l'hybridation tactique. Voilà, cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Et non, ça ne sort pas d'un livre de philo, mais bien de l'analyse des toutes meilleures équipes du moment. En gros, le football a arrêté de chercher la seule bonne réponse. Il a plutôt appris à se poser de bien meilleures questions. Et ça nous amène ici. Le dogmatisme est mort. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les équipes qui dominent, elles ne choisissent plus leur camp. Elles font bien plus que ça. Elles marient deux écoles de pensée qui, avant, se regardaient en chien de faïence. Et le résultat, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus puissant. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on parle de la même chose. D'un côté, on a le positionnisme. Pensez géométrie, rigueur, un système où chacun occupe une zone bien précise. De l'autre, le relationnisme. Là, c'est l'école de l'impro, de la discussion entre joueurs autour du ballon. Vraiment deux mondes que tout semblait opposer. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que, attention, l'hybridation, ce n'est surtout pas un compromis un peu mou. L'idée, c'est de se servir de la discipline, de la structure, pour justement libérer la spontanéité, mais uniquement là où ça compte vraiment. Du coup, cette tension entre les deux, au lieu d'être un problème, ça devient le vrai moteur de l'équipe. Bon, mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, l'idée, c'est de diviser l'équipe en deux rôles, deux fonctions presque biologiques. Elles sont bien distinctes, mais parfaitement synchronisées. On les appelle les ancres et les flotteurs. Alors les ancres, comme leur nom l'indique, ce sont elles qui ancrent l'équipe. Ce sont les gardiens de l'équilibre. Leur job, respecter une grille de position super stricte. Grâce à ça, la circulation de balles est sûre et surtout, ils forment le premier bouclier contre les contre-attaques. Leur mission, en 3 mots, occuper, structurer, couvrir. Simple nom ? Classiquement, on pense tout de suite aux défenseurs centraux, au numéro 6, le pivot. Mais, et c'est là que ça devient génial, on voit des variantes incroyables. Prenez un joueur comme Calafiori. Le type quitte sa défense, il monte au milieu et bam, il sème la zizanie chez l'adversaire et libère de l'espace pour ses coéquipiers. C'est brillant. Et puis, à l'exact opposé, on a les flotteurs. Eux, c'est simple, ce sont les agents du chaos. On les a libérés de leur chaîne positionnelle, ils flottent, ils dérivent partout sur le terrain. Leur but, créer des surnombres là où personne ne s'y attend et faire sauter les verrous des défenses. Et qui a le mieux résumé ça ? Xabi Alonso, bien sûr. Sa citation est parfaite. Mes défenseurs doivent être statiques pour la sécurité, mes créateurs doivent être partout pour être dangereux. Voilà, tout est dit. Les ancres créent une base solide, une zone de sécurité. Et ça permet aux flotteurs de devenir totalement imprévisibles et dangereux. Ok, super concept. Mais sur le terrain, ça donne quoi ? C'est là qu'on arrive à cette idée de deux zones, deux philosophies. Parce que l'hybridation ne s'applique pas de la même manière partout. On a une seule équipe, oui, mais elle pense et elle agit avec deux logiciels différents, en fonction d'où est le ballon. Premier cas de figure, la phase de construction, dans son propre camp. Là, c'est 100% positionnisme. On pense structure, géométrie, triangle. On cherche à ressortir le ballon proprement, avec une base défensive très solide. Mais attention, dès qu'on passe la ligne médiane, tout change. On bascule. En phase de finition, l'équipe se métamorphose. Elle devient relationniste. Fini les schémas rigides. Place à l'impro, au 1-2, aux combinaisons instinctives. Les joueurs ne sont plus des pions qui exécutent un plan. Ils dialoguent. Ils inventent. Et la zone de bascule, le point de rupture, c'est le demi-espace. C'est devenu bien plus qu'une simple zone géographique sur le terrain. C'est un vrai déclencheur. C'est l'endroit où le joueur se pose la question « Ok, est-ce que je suis le plan, la structure, ou est-ce que je lâche tout et je suis mon instinct ?» Et là encore, on a une citation parfaite pour illustrer ça, de Carlo Ancelotti. La tactique, c'est pour arriver aux 30 derniers mètres. Après, c'est l'amour des joueurs pour le ballon qui décide. C'est magnifique. Et c'est exactement ça. La structure vous amène devant la porte. Mais pour l'ouvrir, il faut le talent, la connexion, l'intuition. Bon, le concept est clair, il est même assez beau. Mais la vraie question, c'est pourquoi ça marche ? Pourquoi l'hybridation domine-t-elle à ce point ? La réponse est assez brutale en fait. Parce que s'enfermer dans un seul système, aujourd'hui c'est devenu une faiblesse. Alors, pourquoi ces styles purs n'y arrivent plus ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont des failles structurelles que les adversaires, mais aussi le calendrier infernal d'une saison, exploitent sans pitié. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux extrêmes se cassent la figure pour des raisons totalement opposées. Le positionnisme pur, à force, ça devient prévisible, mais surtout ça crame le cerveau des joueurs, la charge mentale est énorme. De l'autre côté, le relationnisme pur, c'est l'anarchie défensive. Ça manque tellement de structure que ça mène à l'épuisement physique cette fois. Le coût pour l'organisme sur une saison entière est juste démentiel. L'hybridation, elle, arrive et résout les deux problèmes d'un coup. C'est ça qui est fort.
Comment? D'abord, elle automatise la construction. Ça permet d'économiser de l'énergie mentale. Et ensuite, elle ne libère la créativité que là où c'est vraiment décisif. C'est tout simplement une gestion intelligente des ressources, mentales et physiques. Et ce n'est pas juste une belle théorie. Les chiffres le prouvent. Regardez ce graphique de la valeur de possession attendue. C'est clair, non? Les équipes hybrides créent plus de valeur, avec un score de 1,90, que les équipes purement positionnistes, et elles surclassent complètement les équipes relationnistes. Pourquoi? Parce qu'elles ont le meilleur des deux mondes, la solidité de la structure et le coup de génie de l'imprévu. Tout ça nous mène à ce qu'il est sans doute le saint Graal du coaching moderne, le but ultime de toute cette philosophie, l'imprévisibilité organisée. L'imprévisibilité organisée, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un concept assez fou. C'est quand une équipe devient un livre ouvert pour ses propres joueurs, mais reste une énigme totale pour l'adversaire. En interne, tout le monde se comprend, tout est fluide. Mais pour l'équipe d'en face, c'est le chaos, impossible à anticiper. L'image de la structure liquide est parfaite pour ça. Il faut imaginer une base, un socle, qui est super solide, presque mathématique. Et cette base, c'est une scène. Une scène sur laquelle on lâche des artistes, des solistes, qui eux sont totalement libres et imprévisibles. On peut même piquer un concept au philosophe Edgar Morin et dire que l'équipe devient une machine non triviale. C'est une machine dont on ne peut absolument pas deviner les résultats même en connaissant toutes les données de départ. Le joueur ne suit plus un programme, il déploie une stratégie. Et la grande différence, c'est qu'une stratégie, ça sait comment transformer le hasard en opportunité. Donc, la vraie révolution, c'est de comprendre ça. Le positionnisme et le relationnalisme ne sont plus des ennemis jurés. Il faut les voir comme les deux hémisphères d'un seul et même cerveau. Le cerveau tactique de l'équipe qui fonctionne à plein régime parce que ces deux moitiés collaborent enfin. Finalement, tout ça nous dit quelque chose de profond sur le jeu. L'hybridation, c'est accepter que le football, ce n'est pas une équation à résoudre. C'est un système vivant, complexe. Ce n'est pas un plan à exécuter, c'est plutôt un jardin qu'il faut cultiver. Et on sait tous que dans un jardin, les plus belles fleurs, ce sont souvent celles qui poussent par surprise. Alors la seule question qui reste, c'est de savoir où la prochaine va bien pouvoir éclore.